Mes parents m'ont invité à un dîner de famille dans un palace à Lyon. Une soirée qui se voulait festive, m'avait-il dit. Puis, devant tout le monde, mon père s'est levé. Il a levé son verre, mais pas pour porter un toast. Il l'a levé pour me condamner. D'une voix forte et claire, il a déclaré, « Nous avons décidé de te rayer de l'héritage. Tu ne l'as jamais mérité. » Le silence, puis les rires. Toute ma famille a ri et a applaudi. Mon propre sang. J'ai souri, j'ai pris une dernière gorgée de vin, et je suis parti en silence. Ils pensaient m'avoir détruit. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de signer leur propre arrêt de mort. 2 jours plus tard, ce fut le chaos absolu. Avant de vous raconter en détail comment j'ai orchestré ma vengeance, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Allez, maintenant, plongeons dans l'enfer de cette soirée. Le restaurant était une institution. L'auberge du Pont de Collonges, le temple de Paul Bocuse, juste à l'extérieur de Lyon. Un endroit où chaque plat est une œuvre d'art et chaque addition, une petite fortune. Mes parents n'avaient pas choisi ce lieu par hasard. Ils avaient besoin d'une scène, d'un décor grandiose pour le drame qu'ils s'apprêtaient à jouer. Un drame dont j'étais, sans le savoir, la seule et unique victime désignée. En arrivant, j'ai senti le froid. Pas celui du mois de novembre qui mordait les quais de Saône, mais un froid plus profond, plus humain. Ma mère, Hélène, m'a à peine gratifié d'un sourire pincé. Mon père, Grégoire, m'a serré la main comme on salue un vague employé. Mon frère, Antoine, affichait ce rictus suffisant que je connaissais si bien, celui du fils préféré qui n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Et ma sœur, Camille, m'a balancé un « Ah, tu es là », avant de se replonger dans une conversation futile avec une cousine. Le ton était donné. Nous étions installés dans un salon privé, une longue table en acajou brillant sous les lustres en cristal. Tout le clan était là. Oncle, tante, cousins. Des visages que je n'avais pas vus depuis des mois, soudainement réunis pour cette occasion spéciale. J'aurais dû me méfier. Notre famille ne se réunissait jamais sans une raison. Et cette raison, c'était moi. Le repas a commencé dans une ambiance faussement cordiale. On parlait des dernières acquisitions de mon père, des vacances de Camille à Saint-Barth, de la promotion qu'Antoine venait d'obtenir dans l'entreprise familiale. Mes propres accomplissements ? Inexistants à leurs yeux. Mon travail de comptable dans un cabinet, sans prestige, était un sujet de moquerie à peine voilé. Alors, Bastien, toujours à compter les sous des autres, avait lancé mon oncle, déclenchant une vague de rire gras. J'ai souri poliment. Je laissai glisser. J'avais appris à le faire depuis des années. Puis, juste après l'entrée, le moment est arrivé. Grégoire s'est raclé la gorge, a tapoté son verre avec sa fourchette. Le silence s'est fait instantanément. Il s'est levé, son visage rougi par le vin et l'arrogance. Mes chers amis, ma chère famille, a-t-il commencé, sa voix résonnant comme celle d'un empereur romain. Si je vous ai tous réunis ce soir, c'est pour une annonce importante concernant l'avenir de notre patrimoine, de notre héritage. Il a marqué une pause, balayant l'assemblée du regard, s'assurant d'avoir l'attention de tous. Puis, ses yeux se sont posés sur moi. Le piège se refermait. Comme vous le savez, Hélène et moi avons travaillé toute notre vie pour construire ce que nous avons. Et nous voulons nous assurer que cet héritage soit transmis à des personnes qui le méritent, qui honorent les valeurs de cette famille. Son regard s'est durci. C'est pourquoi, après mûre réflexion, nous avons pris une décision. Bastien. Mon nom, prononcé comme une insulte. Nous avons décidé de te rayer de l'héritage. Complètement. Tu n'as jamais été à la hauteur, tu n'as jamais montré la moindre gratitude, et tu n'as jamais rien mérité de ce que nous t'avons donné. Chaque mot était un coup de poignard. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Puis, un ricanement. Celui d'Antoine. Enfin, a-t-il dit, assez fort pour que tout le monde entende. Il était temps que tu ouvres les yeux, papa. Camille a murmuré à sa voisine, il ne nous a jamais ressemblé, de toute façon. Et puis, la vague. Un murmure d'approbation,
qui s'est transformé en rire, puis en applaudissement. Ils applaudissaient. Ils applaudissaient mon humiliation publique. Mon oncle a levé son verre, à la famille. La vraie? J'ai regardé chaque visage. Chaque sourire complice, chaque regard fuyant, chaque expression de pure jubilation. J'ai gravé ces images dans ma mémoire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai fait quelque chose qu'ils n'attendaient pas. J'ai souri. Un sourire lent, énigmatique. J'ai pris mon verre de vin rouge, un Saint-Émilion hors de prix, je l'ai porté à mes lèvres et j'ai bu une longue gorgée, en les regardant droit dans les yeux, par-dessus le bord du verre. Puis, j'ai reposé délicatement le verre sur la nappe immaculée. Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste, et sans un mot, j'ai tourné les talons et je me suis dirigé vers la sortie, laissant derrière moi une assemblée soudainement silencieuse, abasourdie par mon manque de réaction. Je suis sorti du restaurant, l'air frais de la nuit lyonnaise me fouettant le visage, apaisant le brasier qui faisait rage dans ma poitrine. Ils pensaient avoir gagné. Ils ne savaient pas que je venais de déclencher la tempête qui allait tous les emporter. Le trajet en voiture jusqu'à mon appartement sur les pentes de la Croix-Rousse fut un brouillard. Les lumières de Lyon défilaient, mais je ne les voyais pas. Mon esprit était ailleurs, piégé dans un carrousel de souvenirs amers. Chaque humiliation, chaque injustice, chaque moment où j'avais été mis de côté revenait me hanter. Et une image, plus précise que les autres, s'est imposée à moi. Le jour de ma remise de diplôme. J'étais là, en toge, tenant fièrement mon master en finance et comptabilité, mention très bien. J'avais travaillé comme un forcené, sacrifiant mes week-ends et mes soirées, non seulement pour réussir, mais pour enfin, peut-être, obtenir un signe de reconnaissance de mon père. Quand je lui ai montré mon diplôme, il l'a à peine regardé. Bien, bien, a-t-il dit, en me donnant une tape distraite sur l'épaule. Puis, il s'est tourné vers le reste de la famille, son visage s'illuminant soudainement. Et Antoine? Antoine vient de signer un contrat pour une petite rénovation de façade à Caluire. Un vrai commercial, ce gamin. Il a ça dans le sang. Ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris que peu importe ce que je ferais, je serais toujours invisible. Ma réussite était une ombre face à la plus petite étincelle de mes frères et sœurs. Cette douleur, autrefois paralysante, était maintenant devenue une force froide, une détermination implacable. Je suis arrivé chez moi. L'appartement était simple, mais c'était le mien. Payé avec mon propre argent, gagné à la sueur de mon front. Ulysse, mon chat noir et blanc, est venu se frotter contre mes jambes, miaulant pour sa pâtée. Je l'ai servi, le bruit de la fourchette grattant la gamelle était le seul son dans le silence pesant. Puis, je me suis servi un verre de whisky. Pas un de ces single malt prétentieux que mon père aimait exhiber, mais un bon whisky tourbé, brut et honnête. Je me suis assis à mon bureau, j'ai allumé mon ordinateur portable. Le fond d'écran, une photo des Alpes, semblait se moquer de l'enfer qui bouillait en moi. Sur le bureau de l'ordinateur, une icône se détachait des autres. Un dossier. Nom de code, assurance vie. Un nom ironique, bien sûr. Ce n'était pas une assurance pour ma vie, mais une assurance contre eux. Une assurance que j'avais commencé à construire il y a des mois, par pressentiment, par instinct de survie. J'ai entré le long mot de passe, une combinaison complexe de chiffres et de lettres. Le dossier s'est ouvert. C'est là que le vrai moi se cachait. Pas Bastien le comptable effacé, le fils décevant. Mais Bastien, l'expert comptable judiciaire. Le traqueur de fraude. Celui que les grandes entreprises engageaient quand des millions d'euros disparaissaient mystérieusement des comptes. Mon cabinet n'était peut-être pas aussi clinquant que l'empire immobilier de mon père, mais nos ennemis étaient bien plus redoutables. Et j'étais l'un de leurs meilleurs soldats. À l'intérieur du dossier « Assurance Vie », tout était méticuleusement organisé. Des sous-dossiers aux noms sans équivoque. Compte Luxembourg. Partenaire floué. Transaction Hélène. Optimisation fiscale agressive. Chaque dossier contenait des scans, des feuilles de calcul, des analyses, des relevés bancaires que j'avais patiemment collectés et recoupés. Il m'avait sous-estimé toute ma vie. Il voyait en moi un simple gratte-papier, un homme des chiffres sans ambition.
Cette perception était leur plus grande erreur. Ils ne pouvaient pas imaginer que ma capacité à lire entre les lignes d'un bilan comptable était une arme bien plus mortelle que toutes leurs relations ou leur argent. Ils m'avaient jeté au lion, pensant que je serais dévoré. Ils n'avaient pas réalisé que j'avais passé ma vie à apprendre le langage des prédateurs. J'ai ouvert le premier fichier. Un virement de plusieurs centaines de milliers d'euros vers une société écran au Grand-Duché. Ce n'était que le début. Le sommet de l'iceberg. Ce souvenir de remise de diplôme, autrefois source de douleur, était maintenant devenu mon carburant. Ils pensaient que mon travail était ennuyeux et inutile. Ils ne savaient pas que c'était justement cette ennuyeuse expertise qui me donnait la clé pour démolir, brique par brique, l'empire qu'ils avaient bâti sur des mensonges. Tout avait commencé il y a 3 mois, de la manière la plus banale qui soit. Par une plainte de ma mère. Hélène m'avait appelé, chose rare, pour m'inviter à déjeuner. Pas dans un grand restaurant, mais dans un petit bistrot chic du 6e arrondissement, un endroit discret. J'avais immédiatement senti que quelque chose clochait. Ma mère ne faisait jamais rien sans une arrière-pensée. Bastien, mon chéri, avait-elle commencé avec une fausse douceur qui me hérissait le poil. Ton père, il devient impossible. Il contrôle tout. Chaque dépense. C'est étouffant. Elle s'était lancée dans une longue tirade sur la paranoïa de Grégoire concernant leurs finances, sur le fait qu'il devenait pingre avec l'âge. Je l'écoutais en silence, sachant que le véritable problème n'était pas là. Le véritable problème, c'était que le train de vie extravagant de ma mère dépassait probablement les limites que mon père, pour une raison que j'ignorais encore, avait commencé à imposer. J'ai besoin de mon propre jardin secret, a-t-elle finalement avoué. Un petit fonds de secours, tu comprends. Juste pour moi. Pour mes petits plaisirs. Puis, le coup de grâce. Avec un mépris à peine déguisé dans la voix, elle a ajouté, tu travailles dans la comptabilité, n'est-ce pas? Tu dois bien savoir comment optimiser les choses. Rien d'illégal, bien sûr. Juste, discret. L'arrogance. L'arrogance de croire que j'étais à la fois assez compétent pour l'aider à dissimuler de l'argent, mais trop stupide pour comprendre ce que je voyais. Elle me voyait comme son petit comptable personnel, un outil docile et sans envergure. Cette insulte, plus que toutes les autres, a scellé son destin. J'ai accepté. J'ai joué le rôle du fils serviable, flatté qu'on fasse enfin appel à son expertise. Quelques jours plus tard, elle m'a remis une clé USB contenant quelques relevés. Elle pensait me donner les clés de son petit coffre-fort personnel. En réalité, elle m'avait donné la clé de la chambre des secrets de tout l'empire familial. Ce soir-là, dans mon appartement, j'ai branché la clé. Ce que j'y ai trouvé dépassait mes attentes. Il n'y avait pas que ses comptes personnels. Pour me donner une vue d'ensemble, disait-elle, elle y avait aussi mis des relevés de comptes joints et même certains documents liés à une de leurs SCI, Société Civile Immobilière. Et là, au milieu des dépenses chez Chanel et des factures de spa de luxe, j'ai vu la première anomalie. Un virement récurrent, libellé « Conseil en investissement », vers une société dont le nom m'était inconnu, GH Consulting. Une recherche rapide sur Internet n'a donné aucun résultat. Pas de site web, pas d'adresse, rien. Un fantôme. Mais un fantôme qui recevait 15 000 € par mois. C'était la première brique. La première fissure dans la façade. J'ai fait semblant d'aider ma mère. Je lui ai conseillé d'ouvrir un compte en ligne sous son nom de jeune fille, de faire des retraits en espèces. Des astuces de débutant, assez pour la satisfaire et endormir sa méfiance. Pendant ce temps, dans l'ombre, j'ai commencé à tirer sur le fil. J'ai utilisé les outils de mon métier. J'ai accédé au registre du commerce, aux bases de données financières publiques. J'ai découvert que GH Consulting était une société écran basée au Luxembourg, et que ses directeurs étaient des prêtres non professionnels. En croisant les dates des virements avec l'agenda professionnel de mon père, que Camille publiait stupidement en partie sur les réseaux sociaux, j'ai établi un lien. Chaque virement coïncidait avec la finalisation d'un projet immobilier. Mon père ne payait pas pour des conseils. Il faisait sortir de l'argent. Il le dissimulait. Et si ma mère, avec son besoin insatiable de luxe, était le déclencheur, elle était loin d'être la seule à avoir les mains sales.
J'ai continué à creuser, semaine après semaine, nuit après nuit. J'ai découvert des comptes en Suisse, des transactions immobilières truquées, des contrats surfacturés à des partenaires qui n'y voyaient que du feu. L'empire de mon père n'était pas seulement construit sur des briques et du béton, il était cimenté par la fraude et la tromperie. Ma mère m'avait tendu une corde, pensant que ce n'était qu'une simple pelote de laine pour tricoter ses petites combines. Elle n'avait pas réalisé que je m'en servirais pour tisser le linceul de toute la famille. Avec un arsenal de preuves aussi solide, je savais que je ne pouvais pas agir seule. Une confrontation directe aurait été inutile. Ils auraient nié, détruit les preuves, m'auraient fait passer pour un fou. J'avais besoin d'une bombe, d'une déflagration publique qui les empêcherait de se cacher. J'avais besoin de la presse. J'ai pensé immédiatement à Julien. Un journaliste d'investigation pour Le Progrès, le grand quotidien de la région lyonnaise. Nous avions collaboré indirectement sur une affaire de détournement de fonds publics 2 ans auparavant. J'avais fourni l'analyse financière anonyme qui avait fait tomber un élu local, il avait écrit l'article qu'il avait exposé au grand jour. Il était tenace, incorruptible et il détestait les nantis qui se croyaient au-dessus des lois. Le candidat parfait. Je lui ai envoyé un message crypté, j'ai une histoire pour toi. Une grosse. Le genre qui vend du papier. Sa réponse a été quasi instantanée, je t'écoute. Nous nous sommes donné rendez-vous le lendemain dans un bouchon lyonnais, discret des traboules du vieux Lyon. Un endroit sombre, bruyant, parfait pour une conversation qui ne devait pas être entendue. Je n'ai pas tourné autour du pot. J'ai posé une clé USB sur la table entre nos 2 verres de Beaujolais. Là-dedans, ai-je dit, il y a la preuve d'une fraude immobilière et fiscale massive orchestrée par l'un des promoteurs les plus en vue de Lyon. Julien a haussé un sourcil. Intéressant. Et qui est ce promoteur? J'ai marqué une pause. Grégoire. Mon père. Le regard de Julien a changé. Il est passé de la curiosité professionnelle à une intensité grave. Il a compris que cette histoire n'était pas seulement un scoop, mais un drame humain. Il n'a pas posé de questions sur mes motivations. Les documents parleraient d'eux-mêmes. Je vais regarder ça ce soir, a-t-il simplement dit en empochant la clé. Je te tiens au courant. Ce soir-là, alors que je repassais mentalement chaque étape de mon plan, mon téléphone a sonné. C'était ma grand-mère, Madeleine. La seule personne de cette famille qui m'ait jamais montré une once d'affection sincère. Sa voix était faible, chargée d'inquiétude. Bastien, mon petit. Comment vas-tu? Je vais bien, mamie. Et toi? Oh, moi? Je suis vieille, tu sais. Mais mes yeux fonctionnent encore. Et mes oreilles aussi. Elle a hésité. J'ai entendu ton père au téléphone tout à l'heure. Il parlait de restructuration créative. À mon âge, on apprend à reconnaître le jargon des menteurs. Ça sent mauvais, Bastien. Je suis resté silencieux, mon cœur se serrant. Il est aux abois, a-t-elle continué. Ses affaires ne marchent plus aussi bien qu'avant. Il a pris trop de risques. Il cherche un bouc émissaire, quelqu'un à qui faire porter le chapeau quand tout s'effondrera. Et j'ai bien peur qu'il t'ait choisi. Ses paroles confirmaient tout. Le dîner, l'humiliation publique, ce n'était pas une simple punition. C'était une stratégie. Une tentative de me discréditer à l'avance, de me peindre comme le fil ingrat et instable, pour que personne ne me croie le jour où je déciderais de parler. C'était prémédité, calculé. Diabolique. Mamie, ai-je dit doucement. Ne t'inquiète pas pour moi. Je sais me défendre. Je le sais, mon garçon. Mais fais attention. Un animal acculé est capable de tout. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps dans le noir. Les mots de ma grand-mère résonnaient en moi. Il ne voulait pas seulement me priver de mon héritage. Il voulait détruire ma crédibilité, salir mon nom, faire de moi le coupable idéal de leur propre faillite. Ce jeu était encore plus sale que je ne l'avais imaginé. Les jours qui ont suivi le dîner furent étrangement calmes. Trop calmes. Pas un appel, pas un message de ma famille. Ils s'attendaient sans doute à ce que je rompe, que je supplie leur pardon. Mon silence les déstabilisait,
et cette incertitude les a rendus dangereux. La première attaque est venue de là où je l'attendais le moins, de mon propre frère. Antoine, qui n'avait jamais brillé par son intelligence, a compensé par sa lâcheté. Il n'a pas osé m'affronter. À la place, il a rédigé un email anonyme, depuis un cybercafé, et l'a envoyé à ma patronne, Patricia. Patricia m'a convoqué dans son bureau en fin de journée. Elle avait l'air grave. Bastien, asseyez-vous. J'ai reçu un email vous concernant ce matin. Un email, troublant. Elle a tourné son écran d'ordinateur vers moi. L'email était un tissu de mensonges venimeux. Il m'accusait d'utiliser les ressources du cabinet à des fins personnelles, de voler des données clients et, pire encore, il insinuait que je souffrais de troubles paranoïaques et que j'étais mentalement instable à cause d'une jalousie maladive envers ma famille. Mon sang s'est glacé. C'était bas. C'était immonde. Pendant que j'encaissais le choc, j'ai appris que Camille, de son côté, avait lancé sa propre campagne de dénigrement. Elle racontait à qui voulait l'entendre, dans notre cercle de connaissances communs, que j'avais pété les plombs, que je tenais des propos incohérents et que la famille était très inquiète pour ma santé mentale. Ils essayaient de construire le narratif que ma grand-mère avait prédit, celui du fils fou et vengeur. Je suis resté silencieux pendant une longue minute, le cœur battant à tout rompre. Ma carrière, ma réputation, tout ce que j'avais construit par moi-même, était en train d'être attaqué de la manière la plus sournoise qui soit. Puis, j'ai relevé la tête et j'ai regardé Patricia droit dans les yeux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas paniqué. J'ai fait ce que je fais de mieux, j'ai été factuelle. Patricia, ai-je commencé d'une voix calme et posée. Ce qui est écrit dans cet email est faux. C'est une tentative de diffamation orchestrée par ma famille. Pour des raisons que je ne peux pas encore entièrement divulguer, mon père, qui est promoteur immobilier, traverse de graves difficultés financières. Samedi soir, lors d'un dîner, il m'a publiquement déshérité. Je pense que cette attaque est une manœuvre pour me discréditer avant que ces problèmes ne deviennent publics. J'ai parlé sans émotion, comme si je présentais une analyse de dossier. J'ai expliqué le contexte, la dynamique familiale toxique, sans jamais me plaindre, sans jamais jouer la victime. J'ai présenté les faits, rien que les faits. Patricia m'a écouté attentivement, son visage impénétrable. Elle est l'une des femmes les plus intelligentes que je connaisse, une véritable experte dans l'art de déceler le mensonge. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment, ses doigts tapotant doucement sur son bureau. Chaque seconde semblait durer 1 heure. Finalement, elle a hoché la tête. D'accord, Bastien. Je vous crois. Un poids énorme s'est soulevé de mes épaules. Cependant, a-t-elle ajouté, cette situation est délicate. Tant que ces allégations flottent, même si elles sont anonymes, je dois être prudente. Je ne prendrai aucune mesure pour l'instant. Mais je vous demande une chose, la transparence totale avec moi à partir de maintenant. Si vous êtes dans une guerre, je dois connaître le plan de bataille. Je suis sorti de son bureau, le cœur encore tremblant mais l'esprit clair. Ils avaient échoué. Leur attaque lâche s'était retournée contre eux. Ils pensaient me faire licencier, au lieu de ça, ils avaient renforcé la confiance de ma patronne en mon professionnalisme. Mais je savais que ce n'était que le début. C'était leur première salve. Les prochaines seraient plus violentes. Ici, je m'adresse à vous qui m'écoutez. Face à une telle trahison, une attaque aussi personnelle et destructrice de la part de son propre frère et sa propre sœur, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous craqué? Auriez-vous contre-attaqué immédiatement? Dites-le moi dans les commentaires. Votre avis m'intéresse vraiment. Je suis sorti du bureau de Patricia, pas tout à fait certain de mon avenir. Je savais seulement que ma famille ne s'arrêterait pas là. Mais ce que j'ignorais, c'était la réponse que Patricia allait me donner en fin de journée, une réponse qui allait tout changer. La tentative d'Antoine ayant misérablement échoué, mon père a décidé de passer à la vitesse supérieure. Fini les manœuvres dans l'ombre. Il a décidé de m'affronter, mais à sa manière, sur son terrain, selon ses règles. Il m'a fait appeler par sa secrétaire pour un déjeuner d'affaires urgent au Cercle de l'Union, un club privé et huppé où se retrouvait tout le gratin de la finance et de l'immobilier lyonnais. Un lieu de pouvoir,
conçu pour intimider. Il voulait me montrer que j'entrais dans son monde, un monde où il était roi. Je suis arrivé à l'heure, vêtu de mon costume le plus sobre mais le plus impeccable. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir diminuer. Il était déjà là, à une table isolée, dominant la salle du regard. Il m'a accueilli avec un sourire paternel, comme si le dîner de l'humiliation n'avait jamais eu lieu. Bastien, mon fils. Merci d'être venu. Nous avons commandé. Il a parlé de la pluie et du beau temps, de la politique, de l'Olympique lyonnais. Une conversation vide, un prélude pour me mettre en confiance. Puis, une fois les assiettes servies, il est entré dans le vif du sujet. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-il dit d'un ton faussement compris. Ce dîner, c'était une erreur. J'étais sous pression, fatigué. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Ta mère et moi, nous sommes prêts à reconsidérer notre décision concernant l'héritage. Il a marqué une pause, attendant ma réaction. Il s'attendait à de la gratitude, à du soulagement. Il a été déçu. Pourquoi, ai-je demandé froidement. Comment ça, pourquoi? Parce que tu es mon fils, malgré tout. Non, ai-je rétorqué en posant ma fourchette. La vraie question, c'est, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce le fait que ta tentative de me faire licencier via Antoine a échoué? Son visage s'est figé. Le masque du père aimant est tombé, révélant le prédateur inquiet en dessous. Je ne vois pas de quoi tu parles. Oh, je pense que si, ai-je continué, ma voix basse mais tranchante. Arrêtons cette comédie. Je sais que tes affaires vont mal. Je sais que tu es endetté jusqu'au cou. Et je sais que tu as besoin que je me taise. Il a blêmi. Tu ne sais rien du tout. Tu es un petit comptable qui joue dans la cour des grands. C'est là que tu te trompes, ai-je dit en me penchant en avant. Ce petit comptable sait des choses. Je connais les sociétés écrans au Luxembourg. Je connais les virements vers la Suisse. Je connais le nom de tes partenaires que tu as escroqués. Je connais le nom de Monsieur Bernard, par exemple. Un nom qui te dit quelque chose, j'imagine? Il a tout perdu à cause de toi. À la mention du nom de Bernard, un de ses anciens amis et partenaires qu'il avait ruiné, j'ai vu une lueur de panique pure dans ses yeux. Je l'avais touché. Il a repris contenance, mais sa voix était désormais chargée de venin. Fais attention, Bastien. Tu joues à un jeu dangereux. Tu ne peux pas prouver une seule de tes accusations. Ah bon? Tu veux parier? Le silence s'est installé, lourd et menaçant. C'était un duel de regards, un affrontement de volonté. Il a compris qu'il n'obtiendrait rien par la manipulation. Alors, il a sorti sa dernière carte, la menace. Si tu continues sur cette voie, a-t-il sifflé, je te détruirai. Je ruinerai ta carrière, je salirai ton nom d'une manière que tu n'imagines même pas. Tu finiras seul et sans un sou. C'est ça que tu veux? Je me suis levé. J'ai mis quelques billets sur la table pour payer ma part du repas, un geste symbolique pour lui montrer que je ne lui devais plus rien. Puis, je l'ai regardé de haut. Tu sais, papa, ai-je dit calmement. Tu m'as appris une seule leçon valable dans toute ma vie. Une seule. Ce n'est pas l'honnêteté, ni le travail. C'est que le pouvoir ne respecte que le pouvoir. Alors considère ceci comme ma propre démonstration de force. Il m'a regardé, abasourdi, la bouche entr'ouverte. Il pensait que c'était une menace. Il ne comprenait pas que c'était une déclaration de guerre. Et dans cette guerre, j'avais une arme qu'il n'aurait jamais, la vérité. La guerre a été déclarée plus vite que je ne l'imaginais. Le lendemain de notre déjeuner, un courrier officiel est arrivé au cabinet. Une mise en demeure envoyée par le plus grand et le plus cher cabinet d'avocats de Lyon, mandaté par mon père. La lettre était un chef-d'œuvre d'intimidation juridique. Elle accusait le cabinet de concurrence déloyale, de tentative d'espionnage industriel et me nommait personnellement, m'accusant d'avoir détourné des informations confidentielles et de mener une campagne de diffamation. C'était du bluff, mais un bluff soutenu par une réputation et des moyens financiers colossaux. Patricia a dû convoquer une réunion d'urgence avec les autres associés. J'ai attendu le verdict dans mon bureau, le ventre noué. 1 heure plus tard,
Elle est venue me voir. Son visage était fermé, fatigué. Bastien, je suis désolé. Les associés ont peur. Ils ne veulent pas d'un procès long et coûteux, même si nous sommes dans notre droit. Pour protéger le cabinet, ils m'ont demandé de vous suspendre. À titre conservatoire, bien sûr. Le temps que les choses se calment. Suspendu. Le mot est tombé comme un coup près. Mon père avait réussi. Il avait frappé là où ça faisait mal, ma crédibilité professionnelle, ma source de revenus, ma fierté. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis sentie vide. La rage avait laissé place à un sentiment de désolation. J'étais seule. Vraiment seule. J'ai marché sans but dans mon appartement, Ulysse me suivant d'un air inquiet. Le doute a commencé à s'insinuer. Un poison lent et glacial. Et si mon père gagnait? Il avait les meilleurs avocats, les relations, l'argent. Et moi, qu'est-ce que j'avais? Un dossier sur une clé USB et un journaliste qui n'avait encore rien publié. Et si je perdais tout? Mon travail, ma réputation. Et si, à la fin, j'étais juste le fils jaloux et déséquilibré qu'il décrivait? Je me suis arrêtée devant une vieille étagère où traînaient quelques albums photos. J'en ai ouvert un au hasard. Je suis tombée sur une photo de moi, à l'âge de 10 ans. J'étais sur un terrain de foot, couvert de boue, tenant une petite coupe en plastique. J'avais marqué le but de la victoire. Je me souvenais de ce jour. J'avais cherché le regard de mon père dans les gradins. Il n'était pas là. Il avait un rendez-vous important. J'ai regardé le visage de ce petit garçon sur la photo. Un visage plein d'espoir, qui croyait encore qu'il pouvait gagner l'amour de son père. Et j'ai ressenti une immense vague de colère. Pas une colère froide et calculatrice, mais une colère juste. Une colère pour cet enfant que j'avais été. Un enfant qui méritait mieux. Un enfant qu'on avait laissé tomber. Cette colère a balayé le doute. Mon père ne se battait pas seulement contre moi, l'adulte de 29 ans. Il se battait contre ce petit garçon. Et je ne pouvais pas laisser ce petit garçon être battu une fois de plus. J'ai fermé l'album. J'ai pris mon téléphone, mes mains ne tremblaient plus. J'ai composé le numéro de Julien, le journaliste. Il a décroché à la première sonnerie. Des nouvelles? Ma voix était ferme, sans la moindre hésitation. Oui. Publie tout. Demain matin. À la première heure. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Tu es sûr, Bastien? Une fois que ce sera fait, il n'y aura plus de retour en arrière. J'en suis certain. Suspendu, menacé, abandonné par ma famille. À cet instant, j'ai eu peur. Mais j'ai alors compris qu'ils allaient apprendre une leçon fondamentale, quand un homme n'a plus rien à perdre, il devient complètement libre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? 6 heures du matin. Le vendredi. Le jour du jugement. Je n'avais pas dormi de la nuit. Assis dans mon salon, mon ordinateur portable ouvert, je rafraîchissais la page d'accueil du Progrès toutes les 30 secondes. Puis, l'article est apparu. Le titre barrait la une numérique en lettres capitales, scandale immobilier à Lyon, le promoteur Grégoire accusé d'e-fraude massive par son propre fils. C'était brutal, direct, sans concession. Julien avait fait un travail remarquable. L'article était un modèle de journalisme d'investigation, factuel, documenté, citant des extraits de documents bancaires, expliquant en termes simples les mécanismes de la fraude via le Luxembourg. Mon nom était cité, mais le focus était sur les faits, les chiffres, les victimes. La première heure fut silencieuse. Puis, à cette heure, le déluge a commencé. Mon téléphone s'est mis à vibrer sans interruption. Appels, messages, notifications. Je l'ai regardé, hypnotisé. Le nom de mon frère Antoine clignotait. Puis ma sœur Camille. Puis ma mère. Puis des oncles, des tantes. Je n'ai pas répondu. J'ai activé le mode silencieux et je l'ai posé, face contre la table.
Je ne voulais pas entendre leur fureur. Je voulais observer les conséquences. Vers 8 heures, j'ai entendu du bruit dans le couloir de mon immeuble. Des coups violents ont fait trembler ma porte. Bastien! Ouvre cette porte. Espèce de traître! La voix d'Antoine. Hystérique. Accompagnée par les cris perçants de Camille. Comment as-tu pu nous faire ça? Tu as tout détruit. Tout. Ils ont frappé, crié, insulté pendant près de 20 minutes. Je suis resté immobile sur mon canapé, Ulysse blotti contre moi, le cœur battant la chamade. Je n'ai pas eu peur. J'ai ressenti une sorte de détachement clinique. J'observais l'effondrement de leur monde à travers le judas de ma porte. Pendant qu'ils s'époumonaient sur mon paillasson, j'ai allumé la télévision et je suis allé sur les chaînes d'information locales. Mon histoire était partout. Des journalistes étaient déjà en direct devant le siège de l'entreprise de mon père, dans le quartier de la Pardieu. Le logo, si arrogant sur la façade de l'immeuble, semblait soudain bien fragile. Et puis, j'ai vu quelque chose qui a validé chaque seconde de mon combat. La caméra a fait un gros plan sur un homme âgé, en larmes, qui parlait à un reporter. C'était Monsieur Bernard. L'ancien ami et partenaire de mon père. Il m'a tout pris, disait-il, la voix brisée par l'émotion. L'argent de toute une vie. J'ai fait confiance à cet homme. C'était mon ami. Il m'a trahi. Voir sa douleur, voir ce visage que je ne connaissais que par les documents, a donné un sens à tout cela. Ce n'était plus une simple vengeance personnelle. C'était une question de justice. Une justice pour lui, et pour tous les autres qu'on ne voyait pas encore. Quand Antoine et Camille ont finalement abandonné, laissant mon entrée marquée par leurs coups de pied rageurs, un nouveau son a pris le relais. Les notifications sur les réseaux sociaux. Mon nom était en tendance sur Twitter à Lyon. L'article était partagé des milliers de fois. Les commentaires étaient un torrent de haine, de soutien, de curiosité malsaine. J'étais devenu un sujet. Une histoire. J'ai éteint la télévision. J'ai coupé le Wi-Fi. J'avais besoin de silence. Les cris de ma famille devant ma porte n'étaient que du bruit. Le véritable son que j'écoutais, au fond de moi, était celui de l'empire de mon père qui commençait à se fissurer, et le son des larmes des victimes que mon père avait détruites, qui étaient enfin entendues. Le chaos médiatique a eu l'effet escompté. Il a agi comme un projecteur braqué sur un nid de cafards. Pris sous le feu des projecteurs, les autorités ne pouvaient plus ignorer la situation. Dès le lundi matin, le parquet de Lyon a annoncé officiellement l'ouverture d'une enquête préliminaire pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance et blanchiment de fraude fiscale. Les mots étaient forts, techniques, mais pour moi, ils sonnaient comme une douce musique. La machine judiciaire était en marche. Ce même jour, j'ai reçu un appel de Patricia. Sa voix était complètement différente de celle de la semaine précédente. Elle était vive, énergique. Bastien. Venez au cabinet. Immédiatement. Et apportez tout ce que vous avez. Quand je suis arrivé, l'ambiance avait changé. Les regards fuyants avaient été remplacés par des hochements de tête respectueux. Dans la salle de réunion, Patricia et les associés m'attendaient. Votre suspension est levée, avec nos plus plates excuses, a commencé l'un des associés, celui qui avait été le plus virulent contre moi. Patricia a pris le relais. Nous avons été contactés ce week-end. Par 3 anciens partenaires de votre père, dont un certain Monsieur Bernard. Ils veulent porter plainte. Ils veulent que notre cabinet les représente. Elle a marqué une pause, me regardant droit dans les yeux. Et ils ont demandé une chose. Ils veulent que ce soit vous qui supervisiez leur dossier. Le monde s'est inversé. Il y a quelques jours, j'étais le paria, le suspendu, l'employé à risque. Aujourd'hui, j'étais leur atout-maître. L'expert. Celui qui connaissait l'ennemi de l'intérieur. J'accepte, ai-je dit sans hésiter. Les semaines qui ont suivi furent un tourbillon. J'ai été réintégré, non pas à mon ancien poste, mais à la tête d'une petite task force dédiée à l'affaire Grégoire. Je n'étais plus un simple expert comptable judiciaire, j'étais devenu l'architecte de l'offensive juridique contre mon propre père. Je travaillais jour et nuit.
Je passais mes journées à rencontrer les victimes, à recueillir leurs témoignages, à analyser leurs contrats pour y déceler les clauses frauduleuses. Chaque nouvelle histoire ajoutait une couche de noirceur au portrait de mon père. Il n'avait pas seulement volé de l'argent, il avait brisé des vies, détruit des amitiés, anéanti des rêves. Le soir, je collaborais avec les enquêteurs de la police financière. Je leur expliquais les montages complexes, je leur montrais comment suivre les flux d'argent vers le Luxembourg et la Suisse. Je traduisais le langage de la fraude en preuves tangibles pour la justice. Mon nom était désormais synonyme de l'affaire. Pour certains, j'étais un héros, un lanceur d'alerte courageux. Pour d'autres, et surtout pour ma famille, j'étais un monstre, un parricide symbolique. J'ai reçu des lettres de menaces, des insultes sur les réseaux sociaux. Je les ai ignorées. Un soir, épuisé, je suis resté tard au bureau, la ville de Lyon scintillant à mes pieds à travers la grande baille vitrée. Patricia est entrée. Vous devriez rentrer chez vous, Bastien. Pas encore, ai-je répondu, les yeux rivés sur un schéma complexe de société-écran. Elle s'est approchée. Ce que vous faites, c'est extraordinaire. Vous utilisez votre douleur comme une arme pour la justice. Je n'y pense pas comme ça, ai-je dit honnêtement. Je fais juste mon travail. Non, a-t-elle insisté. Vous faites bien plus que ça. Vous êtes en train de rendre leur dignité à ces gens. Ces mots m'ont touché. Elle avait raison. Ce combat n'était plus le mien. Il appartenait à Monsieur Bernard, et à tous les autres. J'étais devenu leur instrument. Désormais, je ne me battais plus seul. J'avais toute une équipe d'avocats derrière moi. Et l'ennemi de mon père n'était plus seulement son fils renié, mais l'intégralité du système judiciaire français. Nous approchons de la fin, de la conclusion de cette histoire intense. Pensez-vous que Grégoire recevra la sentence qu'il mérite? Restez avec moi pour le dénouement final. Le procès a eu lieu 8 mois plus tard. 8 mois pendant lesquels l'empire de mon père s'est effondré comme un château de cartes. Ses comptes ont été gelés, ses biens saisis, ses partenaires l'ont tous abandonné. L'homme qui se croyait intouchable était devenu un paria. La salle d'audience du tribunal de Lyon était bondée. D'un côté, les victimes, le visage grave, venus chercher une forme de clôture. De l'autre, ce qu'il restait de ma famille, ma mère, le visage ravagé par le chagrin et la honte, Antoine et Camille, méconnaissables, leur arrogance évaporée, remplacée par une peur paniquée. Et au centre, dans le box des accusés, mon père. Il avait vieilli de 10 ans. Son regard était vide. J'ai été appelé à la barre en tant que témoin principal. J'ai raconté l'histoire depuis le début, la demande de ma mère, la découverte de la fraude, l'analyse des documents. Je suis resté factuel, précis, professionnel. L'avocat de mon père a tout tenté pour me déstabiliser, me peignant comme un fils jaloux et vengeur. N'est-il pas vrai, monsieur, que vous avez agi par pure haine, après avoir été déshérité? Non, maître, ai-je répondu calmement. J'ai agi par devoir. Le devoir qu'a tout citoyen de dénoncer un crime. Le fait que le criminel soit mon père rend la chose plus tragique, mais ne change rien à la nature des faits. Mon calme l'a désarmé. Les preuves étaient accablantes. Le jury n'a mis que quelques heures à délibérer. Verdict, coupable. Sur tous les chefs d'accusation. Sentence, 15 ans de prison ferme, et le remboursement intégral de toutes les victimes. Un murmure de soulagement a parcouru les bancs des parties civiles. Ma mère a éclaté en sanglots. Mon père, lui, n'a pas eu de réaction. Il était déjà ailleurs, un homme brisé. La suite fut une lente descente aux enfers pour eux, et une lente reconstruction pour moi. Ma mère a demandé le divorce pour tenter de sauver les quelques miettes qui restaient. Antoine, sans le soutien de papa, a été licencié et a dû accepter un travail de commercial sans intérêt. Un jour, par hasard, je suis passé devant un bar du centre-ville et j'ai vu Camille derrière le comptoir, servant des bières, son visage marqué par la fatigue et le ressentiment. Leur monde de luxe et d'illusion s'était évaporé. Ils ont tous essayé de me recontacter. Des messages pleins de remords hypocrites, des appels pour « prendre un café ». J'ai refusé. Pas par haine, mais parce que certaines blessures ne peuvent et ne doivent pas cicatriser.
La seule que je continuais de voir était ma grand-mère. Nous déjeunions ensemble une fois par mois, dans un petit restaurant simple. Elle ne parlait jamais d'eux, sauf si je le demandais. J'ai été promu directeur associé au sein de mon cabinet. Avec mon nouveau salaire, j'ai acheté un magnifique appartement sur les quais de Saône, avec une grande terrasse dominant la ville. Ce soir, je suis sur cette terrasse. Le soleil se couche derrière la colline de Fourvière. 1 an a passé depuis le verdict. Ulysse ronronne sur mes genoux. Je repense à tout ce chemin parcouru. J'ai perdu une famille, c'est vrai. Mais ce que j'ai gagné est infiniment plus précieux. J'ai gagné mon indépendance. J'ai gagné le respect de mes pairs. J'ai gagné ma propre estime. J'ai compris que la vraie vengeance, ce n'est pas de détruire la vie de ceux qui vous ont fait du mal. C'est de construire la sienne, plus belle, plus forte, plus honnête. C'est de se libérer de leur emprise toxique et de respirer enfin. Mon père m'avait renié, m'avait jugé indigne. Aujourd'hui, son nom est synonyme de honte, alors que le mien est associé à l'intégrité. C'est peut-être ça, la justice la plus poétique. Mon histoire se termine ici. Ce fut un voyage difficile, un combat douloureux, mais il m'a rendu ma liberté. Avez-vous déjà dû vous battre contre une injustice, même au sein de votre propre famille? Avez-vous déjà dû choisir entre le silence et la vérité? Partagez vos pensées, vos expériences dans les commentaires. Chaque histoire mérite d'être entendue. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires.